Il y a un vers dans le Tao Te Ching qui dit que plus on essaie de s'accrocher à quelque chose, plus vite on le perd, et cette simple affirmation expose déjà un paradoxe central de la vie moderne. Nous vivons entourés de techniques de contrôle, de planification et de performance, mais nous éprouvons un sentiment croissant de désorientation interne. Le taoïsme n'interprète pas cela comme un problème moral ou psychologique isolé, mais comme un décalage structurel entre l'esprit humain et le flux de la réalité. La provocation initiale du Tao n'est pas spirituelle au sens mystique, mais épistémologique. Il demande si la manière dont nous essayons de comprendre le monde n'est pas la source même du conflit. Cette question traverse les siècles car elle reste d'actualité. Le Tao Te Ching est souvent cité, mais rarement étudié comme méthode de perception. Il n'a pas été écrit pour inspirer des phrases motivantes, ni pour offrir un réconfort émotionnel. Il s'agit d'un texte d'une grande précision philosophique, conçu pour déstabiliser des habitudes mentales profondément enracinées. Lorsqu'il affirme que le Tao ne peut être nommé, le texte ne célèbre pas le mystère, mais dénonce les limites du langage conceptuel. L'erreur courante consiste à essayer de traduire le Tao en définition fixe. L'enseignement réel se produit lorsque le lecteur comprend ce qu'il doit abandonner pour comprendre. Il s'agit d'une pédagogie par soustraction et non par accumulation. Le canal Solstice est né précisément de cet engagement envers une lecture rigoureuse et une application concrète de la philosophie symbolique. Ici, la spiritualité est présentée comme une structure d'observation de la réalité. La proposition est de croiser l'art, la psychologie et les traditions orientales sans dilution conceptuelle. L'objectif est d'offrir des outils intellectuels et perceptifs à ceux qui estiment que l'excès d'information n'apporte pas de clarté. Solstice offre des critères plus précis pour formuler de bonnes questions et réflexions. Pour comprendre le Tao, il est nécessaire de comprendre le concept de Wu Wei, souvent mal traduit par « ne pas agir ». Wu Wei décrit une action qui ne naît pas de l'anxiété d'interférer, mais d'une lecture adéquate de la situation. Pensez à un agriculteur qui connaît le temps de la terre et ne force pas la récolte. Le gain ici n'est pas l'efficacité mécanique, mais l'alignement avec des processus plus larges. Cette logique contraste avec la culture de la performance constante. Le choc de conscience se produit lorsque l'on se rend compte qu'une grande partie de l'effort quotidien est gaspillée. Le Tao offre un autre type d'intelligence pratique. Un autre symbole récurrent dans le Tao Te Ching est le vide, considéré comme une condition fonctionnelle et non comme un manque. Une pièce n'est habitable que grâce à l'espace qui n'est pas occupé. Dans la vie psychique, le même principe s'applique. L'excès de stimuli, d'objectifs et de récits personnels empêche une perception claire. Le Tao ne propose pas l'isolement, mais l'économie interne. Cette idée est particulièrement pertinente pour ceux qui vivent sous la pression constante de la productivité. Le Tao redéfinit également le concept de force en l'éloignant de la rigidité. Tout ce qui est rigide se brise lorsque le contexte change. La flexibilité, en revanche, préserve la continuité. Cette logique apparaît dans l'eau, qui traverse les obstacles sans confrontation directe. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par la capacité à ajuster ses attentes et à abandonner les disputes inutiles. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'intelligence adaptative. Le Tao enseigne que persévérer n'est pas la même chose qu'insister. Cette distinction a des effets pratiques immédiats. Ce contenu s'adresse à ceux qui ont le sentiment d'avoir déjà essayé d'améliorer leur vie en accumulant des techniques et des informations, mais qui se rendent compte que quelque chose d'essentiel reste hors de portée. Le Tao Te Ching n'ajoute pas une méthode supplémentaire, il réorganise la manière d'utiliser toutes les autres. Si ce type de lecture vous apporte de la clarté, vous inscrire à la chaîne Solstice est un moyen simple de suivre des cours qui suivent cette même ligne de rigueur et de profondeur. Aimer la vidéo aide à maintenir ce travail constant. La proposition est d'apprendre à mieux voir, pas d'accumuler des réponses. Et cela commence par une attention continue. Selon les archives les plus anciennes de la tradition chinoise, Lao Tzu aurait vécu à la fin de la dynastie Zhou, période marquée par l'instabilité politique, la fragmentation sociale et la perte des repères éthiques. Les textes décrivent un vieil archiviste impérial qui observait en silence la décadence des institutions et l'épuisement des normes morales.
Ce contexte historique révèle l'atmosphère dans laquelle le Tao Te Ching a été conçu. L'œuvre naît lorsque les explications habituelles ne fonctionnent plus. Ce n'est pas un manuel pour les temps d'ordre, mais un diagnostic pour les périodes d'effondrement. Cette origine historique indique déjà que le livre répond à quelque chose de plus profond que les dilemmes individuels. Il émerge lorsque des systèmes entiers perdent leur cohérence. Le récit le plus connu raconte que Lao Tzu décide de quitter la capitale et de se diriger vers les montagnes, s'éloignant de la vie publique. En arrivant à un poste frontière, le gardien reconnaît sa sagesse et lui demande d'enregistrer ses enseignements avant de partir. Cette demande ne vient pas de la dévotion, mais de l'urgence. Il y a la perception que quelque chose d'essentiel est sur le point de disparaître. Le texte qui résulte de cette rencontre est bref, condensé et délibérément évasif. Chaque vers semble en dire moins qu'il ne suggère. La plupart des interprétations erronées du Tao Te Ching proviennent de la tentative de le traduire en catégories analytiques rigides. Cette procédure transforme un texte performatif en un système d'idées. Le résultat est un ensemble de phrases abstraites déconnectées de la vie concrète. La tradition taoïste, cependant, opère par induction d'états de perception. Elle n'enseigne pas quoi penser, mais comment s'aligner sur un mode de présence. C'est pourquoi le texte est bref, répétitif et délibérément imprécis. L'imprécision n'est pas ici un défaut, mais une méthode. Le Tao Te Ching ne présente pas une doctrine systématique, mais une séquence de déplacements conceptuels. Il démantèle les certitudes sans offrir de substituts immédiats. Pour une société habituée aux lois, aux rituels et aux hiérarchies rigides, cela génère un malaise. Le texte affirme que plus on tente d'organiser le monde par la force, plus il se désorganise. Cette affirmation n'est pas morale, mais structurelle. Elle suggère qu'il existe un ordre qui précède toute tentative humaine de contrôle. Reconnaître cela exige de suspendre des impulsions profondément conditionnées. C'est sur ce point que de nombreux lecteurs reculent. La difficulté s'accroît lorsque le livre affirme que l'action la plus efficace est celle qui ne force pas les résultats. Dans un contexte historique de guerres et de luttes de pouvoir, cette idée semble presque irréalisable. Cependant, le Tao ne nie pas l'action, il redéfinit simplement son origine. L'action appropriée découle d'une lecture attentive des circonstances et non de l'imposition de la volonté. Ce principe s'oppose directement à la logique dominante de l'époque et d'aujourd'hui. Il introduit une incertitude productive. Le lecteur est amené à se demander si ses efforts produisent réellement un équilibre ou seulement plus d'épuisement. Un autre élément qui intensifie cette inquiétude est la valorisation du vide et de la simplicité. Dans une culture qui associait la valeur à l'accumulation et à l'ostentation rituelle, le Tao affirme que l'essentiel est invisible. L'utilité des choses dépend de l'espace qu'elles contiennent et non de la matière qu'elles exposent. Cette idée déplace l'accent de la possession vers la fonction. Appliquée à la vie humaine, elle suggère que l'excès d'intention obscurcit la clarté. Le texte n'explique pas comment mettre cela en pratique. Il insiste simplement sur le principe. Au fur et à mesure que le texte avance, il devient clair qu'il ne cherche pas à convaincre, mais à provoquer un réalignement interne. Il n'y a aucune promesse de salut, de progrès ou d'illumination immédiate. Il indique seulement que suivre le courant engendre une usure continue. Ce constat est inconfortable, car il déplace la responsabilité du monde vers la façon de percevoir le monde. Le Tao n'accuse pas, ne prescrit pas et ne console pas. Il souligne une asymétrie silencieuse entre l'intention et la réalité. Ceux qui perçoivent cette asymétrie ne lisent plus le texte de la même manière. Ce développement initial ne clôt pas le sujet. Il établit simplement le terrain conceptuel nécessaire pour avancer. La compréhension du Tao exige de la continuité, car ses effets ne sont pas instantanés. Chaque idée doit être observée en action et pas seulement comprise. La lecture du Tao est progressive, tout comme son impact. Lorsque les principes du Tao sont ignorés, la tentative de résolution des conflits tend à reproduire le problème lui-même à plus grande échelle. Forcer des changements de comportement,
imposer des routines rigides ou multiplier les stratégies de contrôle génèrent généralement une résistance interne et une fatigue psychique. Ces méthodes partent du principe que la réalité doit être corrigée par la volonté individuelle. Le Tao identifie cette impulsion comme la source du déséquilibre. Plus l'effort pour contrôler des processus complexes est important, plus les effets secondaires sont nombreux. L'anxiété, la frustration et le sentiment d'inadéquation sont des symptômes récurrents de ce modèle. L'erreur ne réside pas dans l'action elle-même, mais dans le type d'action choisie. L'alternative proposée par le Tao commence par redéfinir ce que signifie agir efficacement. Le Wu Wei n'élimine pas l'action, mais élimine les frictions inutiles entre l'intention et le contexte. Dans la pratique, cela signifie observer avant d'intervenir, comprendre avant de décider et réduire avant d'ajouter. Au lieu de réagir automatiquement, on crée un intervalle conscient. Cet intervalle n'est pas de la passivité, c'est une lecture de la situation. Il permet d'identifier les mouvements qui sont réellement nécessaires. Ce qui n'est pas nécessaire cesse de consommer de l'énergie. C'est le premier déplacement mental. Appliquer ce principe exige de rompre avec la croyance selon laquelle plus d'efforts produisent toujours de meilleurs résultats. Le Tao enseigne que de nombreux problèmes se résolvent lorsqu'on met fin à une ingérence excessive. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une simplification des décisions, une réduction des attentes artificielles et l'abandon des disputes qui ne produisent aucune valeur réelle. Cette pratique n'appauvrit pas la vie, elle la rend plus fonctionnelle. En supprimant l'excès, l'essentiel s'organise de lui-même. Le fonctionnement interne devient plus stable. La clarté émerge comme une conséquence et non comme un objectif. Un autre point central est l'utilisation consciente du vide. Créer des espaces de silence, de pause et de non-réaction est une pratique taoïste fondamentale. Ces espaces permettent au schéma automatique de se révéler sans être renforcé. Le vide fonctionne comme un champ de réorganisation psychique. Ce n'est pas une absence d'activité, mais une suspension du bruit. Lorsque l'esprit n'est pas saturé, il perçoit des relations qui passaient auparavant inaperçues. Cette perception affinée guide des actions plus précises. L'effet pratique est une réduction des erreurs répétitives. Le Tao propose également une révision en profondeur du concept de force. Persévérer ne signifie pas insister indéfiniment. L'insistance aveugle génère de l'usure et des blocages supplémentaires. La persistance intelligente ajuste la trajectoire sans perdre le cap. Cela se fait grâce à la flexibilité cognitive et émotionnelle. S'adapter n'est pas céder, c'est maintenir la continuité. La pratique consiste à évaluer en permanence si l'effort investi est en phase avec le mouvement de la réalité. Lorsqu'il ne l'est pas, l'ajustement est immédiat. Ces principes fonctionnent parce qu'ils sont alignés sur la manière dont les systèmes complexes s'auto-régulent. La réalité ne répond pas bien à la coercition continue, mais à la coopération structurelle. En agissant en accord avec les processus naturels, l'individu réduit les conflits internes et externes. Le Tao ne promet pas des résultats rapides, mais des résultats avec moins de coûts cachés. Cette différence est décisive. Pour consolider cette compréhension, il est important de nommer l'engagement envers ce changement d'attitude. Une façon simple de le faire est d'exprimer par des mots la volonté d'agir avec moins de force et plus de précision. Si cette approche vous semble logique, écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis d'agir sans forcer et de suivre le courant avec clarté ». Ce geste symbolique renforce l'attention portée aux principes présentés. Continuez à suivre ce contenu approfondit progressivement ses applications. Le Tao se comprend mieux lorsqu'il est pratiqué. Le Tao Te Ching présente une conception de la réalité qui ne s'organise pas à partir d'entités fixes, mais à partir de relations en constante transformation. Le Tao n'est pas un principe métaphysique lointain, mais le dynamisme même qui soutient les phénomènes. Cette vision rompt avec la tendance à séparer le sujet et le monde. En psychologie contemporaine, cette rupture apparaît dans la critique de l'idée d'un moi central contrôleur. La souffrance survient lorsque l'individu se perçoit comme isolé du flux de l'expérience.
Le taoïsme identifie cet isolement comme une construction mentale. La spiritualité, en ce sens, est une rééducation de la perception. Le concept de Wu Wei synthétise cette rééducation de manière précise. Psychologiquement, il correspond à la réduction de l'action compulsive motivée par l'anxiété et la peur. Spirituellement, il indique un alignement avec le mouvement spontané de la réalité. Le Wu Wei n'élimine pas l'intention, mais dissout la rigidité de l'intention. Lorsque l'esprit cesse d'anticiper les résultats, le corps et l'attention se réorganisent. Cet état est décrit dans le bouddhisme comme une pleine attention sans attachement. L'action qui émerge de cet état est fonctionnelle car elle n'est pas fragmentée. Elle se produit dans son intégralité. La valorisation du vide dans le Tao Te Ching a des implications directes pour la santé psychique. Le vide représente un espace interne non occupé par des récits automatiques. En psychologie, cela se rapproche de la capacité d'observation sans jugement. Lorsque l'esprit est saturé de pensées, il n'y a pas de place pour la perspicacité. Le Tao propose le vide comme condition de clarté. Ce vide n'est pas un déni de la vie, mais une suspension des excès. Le silence interne permet une réorganisation spontanée. La spiritualité agit comme un régulateur des excès mentaux. Un autre point central est la critique de la rigidité comme forme d'identité. Le Tao observe que tout ce qui est figé perd sa vitalité. Psychologiquement, les identités rigides produisent de la souffrance car elles ne suivent pas les changements de l'expérience. Le bouddhisme appelle cet attachement l'illusion du moi permanent. Le taoïsme exprime la même idée en valorisant la flexibilité. L'eau devient un symbole parce qu'elle s'adapte sans perdre sa continuité. Cette adaptation n'est pas une faiblesse, mais une intelligence systémique. La vie se préserve par sa capacité à changer. L'application pratique de ces principes implique un changement dans la relation à l'effort. L'effort n'est plus mesuré par son intensité, mais par son adéquation. Psychologiquement, cela réduit l'épuisement et les conflits internes. Spirituellement, cela rapproche l'individu de l'état de non-séparation. L'action correcte est celle qui ne génère pas de résidus émotionnels inutiles. Le Tao enseigne que l'excès de volonté crée de la résistance. Lorsque l'action est alignée, elle se dissout dans le processus lui-même. Il n'y a pas besoin d'affirmation. Ce modèle redéfinit également le concept de connaissance. Connaître, ce n'est pas accumuler des informations, mais éliminer les distorsions perceptives. Dans le bouddhisme, ce processus est décrit comme le détachement cognitif. Le Tao Te Ching affirme que plus on en sait, moins on comprend, lorsque la connaissance est cumulative. La sagesse émerge lorsque l'esprit devient simple. La simplicité ici n'est pas de l'ignorance, mais l'absence de bruit. La clarté naît de la réduction, non de la complexité. Ce principe traverse toute l'œuvre. Le secret du Tao Te Ching réside dans cette inversion silencieuse des valeurs. Savoir, ce n'est pas accumuler, mais désapprendre les automatismes. Agir, ce n'est pas imposer, mais coopérer avec le flux. Le pouvoir, ce n'est pas dominer, mais maintenir l'équilibre. Cette compréhension ne se fixe pas sur des définitions. Elle se stabilise comme une attitude existentielle. C'est pourquoi le texte ne transforme que ceux qui acceptent d'être transformés. L'analyse conceptuelle du Tao révèle une spiritualité sans dogme et sans promesse de transcendance future. L'accent est mis sur la qualité de la relation avec le présent. La psychologie et la spiritualité convergent en identifiant l'excès de contrôle comme source de souffrance. Le Tao offre une ontologie du flux et une éthique de la modération. Son application pratique réorganise la perception, l'action et l'identité. Il ne s'agit pas d'adopter des croyances, mais d'ajuster sa façon d'être dans le monde. Cette approche exige de la continuité et une observation constante. C'est dans cet approfondissement que l'enseignement se révèle. Si le Tao ne peut être capturé par des mots, qu'est-ce qui change exactement lorsqu'on passe suffisamment de temps à l'écouter ? Cette question ne cherche pas une réponse conceptuelle, mais un repositionnement interne. Tout au long de ce parcours, il est devenu évident que le Tao Te Ching n'offre pas de solutions externes, mais ajuste simplement le point de vue. Le changement ne se produit pas dans le monde, mais dans la relation avec celui-ci. Ce déplacement est discret, mais structurel.
Lorsque la perception change, l'action change sans effort. L'enseignement ne s'impose pas, il s'infiltre. L'avantage de suivre cette voie n'est pas d'acquérir une nouvelle idée, mais de perdre les anciennes urgences. Ce qui semblait auparavant exiger un contrôle constant commence à se réorganiser de lui-même. Le Tao ne promet pas la stabilité émotionnelle, mais réduit les frictions avec l'instabilité. Il y a moins de résistance interne et donc moins d'usure. La clarté n'apparaît pas comme une illumination soudaine, mais comme une absence de bruit. Cet état n'attire pas l'attention sur lui-même. Il fonctionne simplement. Une phrase du Tao Te Ching affirme que le sage agit sans posséder et réalise sans s'attacher aux résultats. Cette formulation ne fait pas référence à la vertu morale, mais à l'économie existentielle. Lorsque l'attachement diminue, l'expérience devient plus directe. Il n'est pas nécessaire de tout raconter intérieurement. La vie devient moins interprétée et plus vécue. C'est un gain silencieux, difficile à expliquer, mais facile à reconnaître lorsqu'il se produit. Il ne s'annonce pas, il reste simplement. Peut-être que la question centrale n'est pas de savoir comment appliquer le Tao, mais ce qui doit être interrompu pour qu'il se manifeste. Moins d'interférences, moins d'excès, moins de précipitation. Le Tao n'exige pas d'adhésion, seulement de la disponibilité. Il ne récompense pas, ne punit pas et ne promet pas. Pourtant, quelque chose se réorganise lorsqu'on laisse de l'espace. Cette réorganisation ne suit pas un scénario prévisible. C'est pourquoi elle ne se termine pas par une conclusion. Dans la perspective taoïste, toute conclusion est provisoire. Ce qui semble être une synthèse aujourd'hui se dissout demain. Cette impermanence n'est pas un défaut, c'est un fonctionnement. Le Tao ne s'accumule pas, il circule. Chaque compréhension ouvre la voie à une autre plus simple. Lorsque l'on tente de fixer le sens, il s'échappe. Lorsque l'on lâche prise, il demeure. Cette logique ne met pas fin au parcours, elle le maintient simplement en vie. La contemplation proposée ici n'exige ni isolement ni rituel. Elle se produit dans la manière dont on répond au quotidien. Un geste en moins, une réaction suspendue, une attente réduite. De petits ajustements produisent de grands effets. Il n'y a pas de spectacle dans ce processus. Il y a de la continuité. Le parcours n'est ni linéaire, ni progressif au sens commun du terme. Il s'approfondit par le retour. Si certaines de ces idées ont trouvé un écho en vous, il est intéressant d'observer comment elles se manifestent dans votre propre expérience. Notez vos perceptions, partagez vos doutes ou rapportez des changements subtils aide à rendre visible ce qui passe généralement inaperçu. Chaque commentaire élargit le champ de la réflexion collective. Accompagner ce voyage consiste moins à suivre des instructions qu'à rester à l'écoute. Le Tao n'appelle pas, mais répond lorsqu'il y a suffisamment de silence pour l'entendre.